Dans l'actualité de ce lundi, Idrissa Diallo est mort. Il était le maire de Dalifort Forail, membre de la coalition Taxawu Dakar de Khalifa Sall. Inhumation de Saïda Mariam Niass à Kaolack. Tout Medina Baye l'a accompagné à sa dernière demeure. Au rythme des zikrs, elle a été enterrée à côté de son père, Cheikh al-Islam Baye Niass. Opération de déguerpissement au marché HLM. Les marchands tabliers refusent de quitter les artères. Ils ont bloqué la route et brûlé des pneus sur la voie publique ce matin. Le maire, lui, est décidé à faire le ménage. Plus de détails dans cette édition. Éducation sexuelle à l'école. Les syndicats sont contre toute introduction du module dans le programme scolaire. Des membres du G7 réclament le contenu du programme. Éducation sexuelle et reproductive de l'UNESCO. Les enseignants comptent entamer des tournées d'information et de sensibilisation dans les foyers religieux du Sénégal. Et puis dans la page rétrospective, place au sport ce lundi. En 2020, toutes les disciplines mises à genoux par le coronavirus. Rendez-vous en fin d'édition. C'est l'information de cette soirée, la mort d'Idrissa Diallo, le maire de Dalifort Forail. Il était membre de la coalition Taxawu Dakar, dirigée par Khalifa Sall. Nous avons en ligne le maire de Grand Yoff, Madiop Diop. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez connu le maire Idrissa Diallo. Quelles sont les circonstances de son décès? Est-ce que vous le saviez malade? Oui, il était malade, mais c'est une nouvelle qui est tombée brusquement. Maintenant, ce que je sais de lui, il était loyal, il était un homme d'action, un homme très sérieux, et surtout un homme qui tenait Khalifa Ababacar Sall dans le Taxawu Sénégal. Maintenant, bon, le Sénégal a perdu, mais c'est Khalifa Sall qui est le plus grand perdant de tout ça. Et on lui souhaite que Dieu lui accueille dans son paradis. Et vraiment, voilà quoi, c'est terrible en tout cas, c'est terrible là, quoi. Il est décédé ce matin ou cet après-midi? Qu'est-ce que vous savez de plus? Cet après-midi, vers 19h, hein, 19h. Vers 19h. Cet après-midi, vers 19h. Très bien. Ça fait même pas une heure de temps. Très bien. Merci beaucoup Madiop Diop, maire de Grand Yoff. Et je vous rappelle l'information, la mort d'Idrissa Diallo. Il était le maire de Dalifort Forail et membre de la coalition Taxawu Dakar dirigée par Khalifa Ababacar Sall. Idrissa Diallo qui a aussi perdu une bonne membre de sa famille dans le naufrage, souvenez-vous, du bateau le Joola. Nous pensons à ses proches. C'est au rythme des zikrs que tout Medina Baye a accompagné Saïda Mariam Niass à sa dernière demeure. Derrière une foule immense, la prière mortuaire a été dirigée à Kaolack par l'imam Cheikh Tidiane Cissé. Saïda Mariam Niass a été inhumée peu après 18h à côté de son illustre père Cheikh al-Islam Baye Niass. En ligne de Kaolack, nous avons Ibrahima Diamé. Bonsoir Ibrahima. Oui, bonsoir Cheikh, bonsoir à tous. Ça y est, Saïda Ibrahima Niass repose près de son père Cheikh al-Islam. Oui, désormais donc, Saïda Mariam Niass repose éternellement à côté de son père Cheikh al-Islam, vous l'avez dit. Donc au mausolée de Baye Niass, c'était en présence d'une foule immense. On a noté une forte présence des femmes qui ont tenu à accompagner donc cette dame à sa dernière demeure. Donc Medina Baye a vibré sous une forte émotion avec une présence donc de presque toute la Oumma islamique qui a été représentée, toutes les confréries donc confondues étaient représentées pour accompagner cette dame qui, on le rappelle, a beaucoup fait pour l'islam, a beaucoup fait donc pour, en tout cas, la formation des jeunes, la formation des femmes avec les écoles qu'elle a construites à Dakar comme ici à Kaolack, les daras qu'elle a donc construit. Les témoignages étaient unanimes, qu'ils viennent donc de l'imam ou en tout cas
du calife de Medina Baye ou des autres, en tout cas, chefs religieux qui étaient présents. Les témoignages étaient... Merci Ibrahima Diamé en direct de Kaolack. Nous reviendrons bien évidemment sur l'inhumation de Saïda Mariama Niasse avec nos équipes et nos envoyés spéciaux à la cité de Baye Niasse. Et puis un mot sur la situation épidémiologique du jour. Retenez que 2 personnes ont succombé à la maladie ce dimanche et 35 cas graves dans les services de réanimation. 119 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. La tendance haussière se poursuit. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la tension au marché HLM entre marchands et agents municipaux. Tout est parti d'une opération de déguerpissement initiée par le maire ce week-end, ce qui a provoqué l'ire des marchands tabliers. Ces derniers ont voulu réoccuper ce matin les artères désencombrées samedi seulement. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Youssou Barro. Des pneus brûlés, une circulation bloquée. La commune d'HLM 5 a subi la colère des marchands ambulants. Déguerpis par la ruse, dit-il, ils sont retournés sur les lieux dans le dessein de reprendre leurs activités. C'est ce dimanche qu'ils sont venus nous demander de quitter les lieux, le temps d'une réflexion, mais également procéder au nettoyage. C'est ce qu'on a fait. À notre grande surprise, ils nous ont interdit de remettre nos étals et nos tables. Cela nous dépasse. Nous sommes des jeunes qui veulent que du travail. C'est anormal. Si nous ne pouvons pas travailler ici, au Sénégal, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout simplement, prendre les pirogues, rallier les côtes espagnoles. Ils fustigent l'attitude des autorités municipales et disent ne rien comprendre puisqu'ils versent de l'argent à la mairie. Nous avons versé plus de 2 500 000. Ils nous ont même demandé des sommes entre 400 et 500 000 francs. Vous savez très bien que lors des événements, il y a plus de personnes que d'habitude. Mais la mairie gère la situation. Des propos récusés par le maire des HLM 5. D'ailleurs, il promet de ne plus céder. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, demandez-lui qui vous a vendu. Je vous dis, dans mes services, il n'y a pas de vendeur d'étal. Maintenant, s'il est détecté qu'il y a quelqu'un qui a pris l'argent de quelqu'un, il en sera responsable et il sera traduit devant la justice. Personne, en dehors des populations, ne peut m'arrêter actuellement. Personne. L'effort que j'ai fourni, je le sais. Je suis maire, c'est moi qui vais répondre, c'est pas eux. La municipalité compte organiser d'autres opérations. L'objectif est de rendre à la commune des HLM 5 son lustre d'antan. Merci Mamadou. Destruction de plus de 300 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur de 600 millions de francs CFA à Toglou. Le ministère du Commerce compte sur la collaboration de tous pour appuyer les dispositifs mis en place afin de protéger les consommateurs. Ousseynou Thiam, Mahmoudou Bambassamb. De destruction de produits prohibés. Au total, 320 tonnes d'une valeur de plus de 600 millions de francs CFA ont été incinérées à Toglou par les services du ministère du Commerce. Nous allons procéder à la destruction d'environ 320 tonnes de produits dont certains étaient impropres à la consommation, certains étaient falsifiés, d'autres étaient produits sans être conformes à la législation en vigueur. Donc sur la valeur de ces 320 tonnes, c'est environ 662 millions de francs CFA. Préciser également que durant l'année, nous avons eu à procéder à certaines destructions sur les sites où les produits ont été saisis. Venu présider la cérémonie, le ministre du Commerce estime que des dispositifs ont été toujours mis en place pour protéger les consommateurs. Bon, je voudrais juste demander aux importateurs de veiller au respect de la réglementation. Nous savons tous que pour l'importation des produits alimentaires, il y a des conditions qu'il faut respecter, notamment déposer 4 échantillons avec la déclaration d'importation du produit avant que ce produit ne soit introduit sur le marché. Parce que quand on dépose les 4 échantillons, il y a une analyse qui est effectuée par le laboratoire d'analyse et de contrôle. Et donc, si les résultats sont concluants, le produit est admis sur
le territoire sénégalais. Pour une lutte beaucoup plus efficace contre la présence de ces produits impropres à la consommation sur le marché, le ministère du Commerce et ses services comptent beaucoup sur la collaboration des consommateurs. Merci aussi. Nous parlons éducation avec la célébration de la journée de l'enseignant célébrée aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale s'engage à revaloriser la fonction. Le thème de cette édition a porté sur enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Près de 3 tours d'horloge pour célébrer la journée mondiale de l'enseignant, une cérémonie décalée de plus de 2 mois, le secrétaire général de l'UDEN ne veut plus jamais ça. Nous estimons que la date appropriée, c'est la date du 5 octobre. C'est vrai que pour cette année-ci, on peut comprendre avec l'avènement de la pandémie, mais il faut que nous nous inscrivions à l'instar de toute la communauté à célébrer cette journée à date échue. Et c'est une forte demande et nous pensons que le ministère en charge, en tout cas de l'éducation, tiendra compte de cette observation. Le ministre de l'Éducation nationale parle d'un contexte particulier marqué par la pandémie Covid-19. La présente édition est organisée suivant un format restreint, voire symbolique en raison du contexte de lutte contre la propagation de la pandémie à Covid-19. Entre attente aux droits syndicaux et métiers précaires, les enseignants plaident pour une remotivation. Si vous regardez aujourd'hui, c'est un métier qui est presque laissé en rade parce qu'effectivement, ils sont sous-payés et à la limite, la population n'a plus de considération par rapport en tout cas à ce qui se faisait d'antan. Et c'est pourquoi nous pensons que quand même il faut redonner cette dimension à l'enseignant pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle, pour qu'il puisse continuer en tout cas à former et pour qu'il puisse aussi aimer le métier et y rester. Mamadou Talla rassure. La revalorisation de la fonction enseignante demeure la préoccupation constante du gouvernement. Pour ce faire, il a pris plusieurs initiatives, notamment l'organisation d'un concours sélectif de recrutement d'élèves maîtres avec pour corollaire le relèvement du niveau de recrutement des enseignants, de l'élémentaire et du préscolaire, sans oublier l'allongement de la durée de la formation. Au cours de cette journée, des enseignants méritants ont été décorés pour services rendus à la nation. Restons dans le domaine Maïmouna. Les syndicalistes sont hostiles à l'éducation sexuelle à l'école. L'UNESCO a organisé un séminaire pour faire valider un nouveau module intitulé Éducation sexuelle et reproductive. Eh bien, les enseignants réclament le contenu du module avant toute introduction dans le programme scolaire. Suivons Abdou Fati, membre du G7, interrogé par Maïmouna Ndiaye. Nous n'accepterons pas que des gens, fussent-ils des bailleurs de fonds, venir effectivement marcher sur nos coutumes et nos us en nous imposant des enseignements d'apprentissage. C'est inadmissible. Heureusement, tous nos plénipotentiaires l'ont dénoncé avec la dernière énergie pour dire ce qui se passe au Togo, au Ghana ou ailleurs. Ils l'ont accepté dans leur curricula, nous ne l'accepterons pas au Sénégal. C'est pourquoi nous attendons le ministre de l'Éducation pour également une autre rencontre afin que nous, en tant que G7, prenons nos responsabilités pour aller voir tous les chefs religieux, tous les guides religieux, l'Église, les porte-parole de ce pays-là pour dénoncer cet état de fait rampant qui voudrait instaurer l'éducation sexuelle par le biais, le trichement du genre dans les enseignements apprentissages. À noter que le ministre de l'Éducation nationale a été interrogé par Maïmouna Ndiaye sur la question en marge de la célébration de la journée mondiale de l'enseignant, mais Mamadou Talla n'a pas souhaité réagir sur cette question. En politique, tous les chemins semblent mener à la séparation définitive entre Idrissa Seck et Déthié Fall. Le dernier acte est le refus de l'ex-vice-président de Rewmi d'occuper le poste de secrétaire général national chargé du développement industriel. Il dit Déthié chronique d'une rupture engagée, Pape Faraning et Amadouba. Fall reste droit dans ses bottes en déclinant le poste du secrétaire général chargé du développement industriel. Le député de Rewmi préfère défendre ses convictions que de suivre la ligne du parti, de farouche opposant du président, devenu son meilleur allié.
victime de sa position de battant, non pas de combattant. De battant parce que quand je disais Constance, pour ceux qui ont suivi le fonctionnement de Déthié Fall, depuis le début de son ancrage politique, il est pour que l'on sauvegarde essentiellement les intérêts du Sénégal, les intérêts du peuple de manière générale. La direction du parti minimise et parle d'une restructuration pour mieux s'adapter à leur nouvelle alliance. Mais pour le moment, nous ne pouvons que prendre acte de sa décision de ne pas accepter le poste auquel il a été nommé. Je n'ai pas encore entendu qu'il a quitté le parti, mais le plus important aujourd'hui, en tout cas au niveau de Rewmi, ce n'est plus les personnes, c'est la mobilisation du groupe, la mobilisation de l'ensemble des militants pour soutenir le président du parti dans le défi qui s'est lancé, dans ce challenge-là qui doit nous animer. Parce qu'il faut le réussir pour le Sénégal. Il faut le réussir pour permettre au Sénégal de dépasser les difficultés dans lesquelles il se trouve. Donc c'est ça le plus important. Cette posture de Déthié Fall peut être fatale pour Rewmi et bénéfique pour l'ancien numéro 2. Le Rewmi peut être considéré comme aujourd'hui fragilisé. Parce que le positionnement d'Idrissa Seck auprès de Macky Sall a ouvert des brèches dans les rangs. Déthié, pour sa part, va tirer un gain politique de cette affaire, de ce dossier extrêmement sensible. La nouvelle posture de Rewmi dépasse les individus. Le président du parti lui-même a dit « Je mets de côté mes ambitions politiques, entre parenthèses, pour le Sénégal ». Actuellement, ce qui est le plus important, c'est le Sénégal. Avec cette dualité entre Idrissa Seck et Déthié Fall, le divorce est inévitable selon les observateurs. Mais le concerné dans un communiqué donne rendez-vous prochainement. Très prochainement, sans doute, pour parler de son avenir politique. Programme de reconstruction des aéroports régionaux. Vous le savez, 13 aéroports sont prévus dans les 5 prochaines années. Le programme démarre avec une première phase d'un montant de 100 milliards, dont 24 sont consacrés à l'aéroport de Ziguinchor, selon le directeur des infrastructures aéroportuaires, interrogé par notre équipe à Ziguinchor. L'aéroport de Ziguinchor, comme une dizaine d'autres aéroports du pays, devrait être reconstruit par l'État dans les mois à venir pour plus de 24 milliards de francs CFA. L'annonce est faite à Ziguinchor par le directeur des infrastructures aéroportuaires. Souleymane Ndiaye était face à la presse. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a un grand projet qui est dénommé le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, le programme PRAS, qui consiste à reconstruire 5 aéroports régionaux pour un montant d'à peu près de 98 milliards 979 millions et quelques. Et Ziguinchor, comme je l'ai dit tantôt, c'est vu tailler la part du lion avec un montant de 24 milliards, l'aéroport de Ziguinchor. La durée des travaux, lorsque les travaux vont démarrer, l'aéroport sera reconstruit complètement pour une durée de 29 mois. Et Ziguinchor aura un aéroport de dernière génération, ce sera un aéroport modulaire. Selon le directeur des infrastructures aéroportuaires, l'aéroport du Cap Skirring aussi devrait être reconstruit. L'aéroport de Cap Skirring fait partie de la deuxième phase du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Et même cette année, on a eu 2 milliards dans le cadre du BCI. Et on va démarrer certainement très prochainement certaines réflexions à l'aéroport de Cap Skirring, mais il fait partie de la deuxième phase, la mise aux normes des 8 autres aéroports du Sénégal qui sont Simenty, Bakel, Linguère, Podor, Sédhiou, Kolda, Cap Skirring et Kaolack. Secrétaire général du parti Synergie pour un développement durable, Yonouna Tangué, Souleymane Ndiaye profite de ce face-à-face avec la presse pour annoncer leur appartenance à la grande coalition présidentielle, non sans se projeter déjà dans l'avenir de la commune de Ziguinchor. Là, j'ai dit officiellement que je vais accompagner son Excellence le Président de la République Macky Sall. S'il a confiance en moi et il veut que je sois le futur maire de Ziguinchor, vous aurez un très bon maire. Le secrétaire général de la Synergie pour un développement durable et ses responsables commémoraient le 2e anniversaire de leur formation politique.
Merci Boubacar. Et puis sur l'international au Mali, 3 soldats français ont été tués en opération alors que leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif dans la région de Ombrie. L'annonce a été faite par le palais l'Élysée, ce qui porte à 47 le nombre de soldats français tués dans l'opération Serval. Venons-en à la rétrospective 2020, place au sport. Ce lundi, ce 28, venons-en, le sport à la une. En 2020, le football local a pâti de la pandémie. Autre fait marquant, la qualification des Lions à la CAN 2022. Et puis, l'autre actualité, c'est Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF. Tout ça avec Chersadi Boudjara. 2020, la Covid-19 a impacté le football mondial. Celui du Sénégal ne pouvait y échapper. Toutes les compétitions nationales n'ont pu se dérouler ou aller au bout. La Ligue 1, la Ligue 2 et les divisions inférieures se sont toutes arrêtées à l'issue de la phase aller au mois de mars. Elles ne reprendront pas, poussant la Fédération sénégalaise de football à ne pas accorder au mois de juin les titres de champion ou acter les relégations. Teungueth FC, leader invaincu de la Ligue 1 après 13 journées, crie au scandale, de même que Linguère et US Ouakam, les 2 premiers de la Ligue 2. Ceux qui sont derrière, en 5 matchs, 6 matchs, ils ne peuvent pas gagner les 6. Mais quand on dit ratio de critères de match dans les playoffs, Teungueth n'avait pas besoin de ces playoffs, 6 matchs. Ils sont à 12 points derrière. L'instance fédérale ne fléchit pas sur sa décision. Maître Augustin Senghor et compagnie consolent tous les clubs. Des subventions graduées pour les aider dans ce contexte de Covid-19. Teungueth FC est lui désigné pour représenter le Sénégal en Ligue des Champions. En ce qui concerne les compétitions africaines, les équipes qui allaient représenter le Sénégal seront les équipes les mieux classées à ce jour. C'est respectivement pour la Ligue des Champions Teungueth FC et pour la Coupe de la Confédération africaine que l'équipe du Djaraf. Nous avons aussi estimé de la même manière que pour cette année, aucun club ne serait promu, mais aussi aucun club ne serait relégué. La fédération a estimé devoir prendre des mesures d'accompagnement. Un montant global de 1,62 milliard qui a été distribué. Pendant ce temps, l'équipe nationale n'a pas attendu la fin des éliminatoires de la CAN 2022. Non 2021 à cause de la pandémie pour composter son ticket pour Cameroun. C'est après seulement 4 journées dans le groupe I. Une poule survolée, 4 victoires, 9 buts inscrits, un seul encaissé pour les Lions qui postulent pour le sacre continental en hommage à Pape Bouba Diop, un de leurs illustres prédécesseurs décédé le 29 novembre dernier. C'est vrai qu'aujourd'hui Bouba c'est plus d'actualité, mais au-delà de ça, bien sûr que nous sommes conscients que gagner cette Coupe d'Afrique-là est très important pour nous d'abord, pour le peuple sénégalais. Des performances qui permettent au Sénégal de demeurer première nation africaine au classement FIFA pour la 6e année consécutive. Un prestige pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF au mois de mars 2021. Aujourd'hui, je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique et de son football pour un tout autre challenge exaltant et de dimension continentale. Une candidature que nous espérons sera couronnée de succès, comme l'année 2019 de Sadio Mané. L'international sénégalais de Liverpool a été en effet sacré ballon d'or d'Afrique au mois de janvier au Caire, en Égypte. Une grosse déception ou même une désillusion pour les moins de 20 ans qui ratent à domicile la qualification à la CAN de la catégorie en Mauritanie. Les Lions ont perdu le seul billet au tir au but en finale devant la Gambie qui va représenter la zone A de l'UFOA. La désillusion en sport, en lutte également. Le départ du docteur Alioune Sarr a marqué les esprits en 2020. 2020, le monde de la lutte, l'un des secteurs sinistrés par la pandémie. Pafaraning. Pour la lutte sénégalaise, aucun lutteur n'a noué son pagne depuis près de 10 mois à cause de la pandémie de Covid-19. Toutes les activités liées au sport bien de chez nous ont été arrêtées. Et pourtant, de grands combats ont été ficelés, comme Modulo Ama Baldé, Bombardier contre Balla Gaye 2, Eumeu Sène, Lac de Guerre 2, ou même Boy Niang 2 contre Tapha Tine, sans oublier le combat des espoirs.
Mais le nouveau arrêté ministériel ne va pas plaire aux acteurs de la lutte qui ont déjà élevé leur voix pour déplorer cet état de fait. Les promoteurs sont les grands perdants, sans oublier les amateurs qui ont été sevrés de leur sport favori. Au niveau du Comité national de gestion de la lutte, Alioune Sarr passe le témoin. Ses 26 ans de règne ponctués par d'excellentes avancées pour la discipline et de polémiques. Alioune Sarr est remplacé par Ibrahima Sène Dibira, qui prend pour première grande mesure la réhabilitation des arbitres qui avaient été sanctionnés. Autre sport qui a connu des difficultés, le basketball sénégalais a aussi vécu des moments difficiles avec l'arrêt des championnats, la suspension des coupes ou même l'organisation des stages pour les équipes nationales. La balle orange a beaucoup souffert à cause de la Covid-19. Malgré toutes les difficultés, en Afrobasket U18 chez les filles ou les garçons, nos deux équipes se sont bien comportées, même si elles n'ont pas remporté de trophée. En revanche, l'équipe nationale masculine a fait un carton plein lors du tournoi qualificatif pour l'Afrobasket. Toutefois, les acteurs vont devoir prendre leur mal en patience. Ils espéraient retrouver les parquets ce mois de décembre, mais il faudra attendre encore selon les autorités. La dernière sortie du ministre des Sports sur la reprise des compétitions sportives va donner un peu d'espoir aux férus de la balle orange. Merci Pape Farah. En 2020, il s'est aussi passé des choses dans les coulisses du sport, du procès Lamine Diack à la suspension du président de la CAF. Retour sur les affaires qui ont marqué l'année avec Mamadou Ndiaye. Sportive en 2020 en Afrique et dans le monde très impacté par la pandémie du coronavirus. Même sur le plan purement sportif, des compétitions sont allées au bout en coulisses. Elle a été dense à l'image du procès de l'ancien président de l'I2AF à Paris. Après un long marathon judiciaire, le Sénégalais Lamine Diack a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme pour son implication, selon le tribunal, à un réseau de corruption destiné à cacher des cas de dopage en Russie. Ses avocats ont par la suite décidé de faire appel. Une autre personnalité qui se fait avoir par sa gestion, c'est le malgache Ahmed. Le patron de la CAF a été suspendu pour 5 ans pour détournement de fonds. Sa candidature pour un second mandat à la Confédération africaine de football est torpillée, ce qui certainement a occasionné les candidatures du Sénégalais maître Augustin Senghor, du Mauritanien Ahmed Yaya et de l'Ivoirien Jacques Anouma, entre autres. Le président de la FIFA, lui aussi, a fait l'objet d'une dénonciation judiciaire dans l'affaire du FIFA Gate. La justice suisse a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Giovanni Infantino dans le cadre d'une grande affaire de corruption. L'homme fort du football mondial a clamé son innocence. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info. Avec vous Aram, vous recevez ce soir Monsieur Yaya.